Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, Agrofinance m'a demandé expressément aujourd'hui de m'adresser à l'homme invisible, celui dont on a parlé tout à l'heure, le cédant qui, par définition, elle est invisible, donc je ne le vois pas, mais je l'imagine comme étant l'actionnaire majoritaire d'une PME familiale. Et je vais aujourd'hui essayer de vous attirer votre attention sur 2-3 points qui concernent essentiellement les cessions d'entreprise à un opérateur étranger. Alors, je suis associé avocat et associé du cabinet américain Bryan Cave, qui a été créé en 1873 à Saint-Louis, Missouri, et qui, compte tenu de son implantation géographique dans le Midwest, a développé une expertise sectorielle, notamment dans la production, les semences, ainsi que dans l'industrie de transformation. Alors, pour vous présenter le cabinet, mais très rapidement, on a fusionné cette année avec un cabinet anglais qui nous permet d'avoir des bureaux en Asie, au Moyen-Orient et à Moscou, et d'accompagner ainsi nos clients dans les principaux pays du monde. Alors, au sein du cabinet, à Paris, je suis plus particulièrement chargé de l'activité fusion-acquisition dans le secteur agro, ce qui me donne une certaine légitimité pour traiter aujourd'hui de ce thème. Alors, point important, nous conseillons bien évidemment des groupes industriels, mais aussi et de plus en plus des PME françaises que nous accompagnons soit dans le cadre de leur croissance organique à l'étranger, en achetant des entreprises ou en les accompagnant pour acheter des entreprises à l'étranger, soit pour des implantations dans les pays que nous connaissons bien, mais aussi nous conseillons beaucoup d'entrepreneurs français et d'ETI dans le cadre de leur processus de cession, et notamment à des cessions à des opérateurs étrangers. Alors, quelle différence y a-t-il entre une opération de cession que je qualifierais de domestique entre opérateurs français et une cession à un opérateur étranger? Compte tenu du fait qu'on m'a gentiment donné 7 minutes pour traiter le thème, je pense que je vais me limiter à quelques points, vous ne voudrez pas, et puis il est tard, et je vais aborder au moins trois points. Alors le premier point, et c'est un truisme, et vous ne m'en voudrez pas de l'aborder, parce qu'il faut quand même l'aborder, dans ces opérations, l'usage de la langue est la langue anglaise. Alors, lorsqu'il s'agit aujourd'hui d'utiliser la langue anglaise, la plupart des entreprises du secteur dont vous faites partie, les managers parlent bien anglais, mais lorsqu'on se situe au niveau de la cession, et on en a parlé tout à l'heure quand on a fait la typologie des entreprises aujourd'hui qui sont candidates à ce type d'opération, on se retrouve au niveau de l'actionnaire, et très souvent on a des actionnaires d'une génération un peu plus âgée pour lequel l'usage de la langue anglaise n'est pas aussi aisé que pour les générations d'aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Et l'autre point, c'est que entre négocier tous les jours des conditions de prix ou d'exclusivité avec un partenaire commercial, c'est pas tout à fait la même chose que de discuter des contrats de garantie et de se faire comprendre quand il s'agit de négocier du prix de son entreprise qui représente le travail de toute une vie. Donc là, l'usage de l'anglais peut poser un problème. Et c'est là où la question se pose également du choix des conseils. Et des conseils, et là je parle des prestataires qui vont accompagner l'entreprise, que ce soit l'intermédiaire financier, l'avocat ou l'expert comptable. Alors, vous allez me dire que le choix des prestataires n'est pas spécifique à une opération internationale. Et là, j'ai conscience d'enfoncer une porte ouverte. Mais je vous avoue que j'ai été surpris, et je suis toujours surpris, de réaliser à quel point le dirigeant n'a pas anticipé le fait qu'à un moment, il va se retrouver tout seul. Et où le même dirigeant qui a l'habitude de traiter tous les jours avec son fidèle directeur financier, à récupérer toutes les informations, lui qui connaît toute l'entreprise, quand vous lui expliquez au début du processus que pour des raisons de confidentialité, vous ne pouvez pas le mettre dans la boucle, le chef d'entreprise se retrouve là tout seul.
Et la solitude du chef d'entreprise au moment de passer du patrimoine professionnel au patrimoine privé est quelque chose qu'il va falloir très vite sortir. Et c'est là que se pose la question également du conseil et des gens qui vont l'accompagner, parce que la question se pose dans des termes très pratiques et souvent des termes très difficiles. En gros, est-ce que le conseil que je vois tous les jours, dont j'ai vu grandir les enfants, qu'on se voit régulièrement ici ou là sur la plage, est-ce que ce conseil-là a l'expérience et les qualités, et est-ce qu'il va avoir les compétences pour m'accompagner dans une opération de cession, un opérateur étranger, où je vais me retrouver avec, de l'autre côté de la table, des cabinets internationaux comme le nôtre, qui sont rompus à ce type d'opération. Je n'ai pas de réponse, et la réponse n'est pas aisée. Elle se pose très souvent, elle n'est pas simple, parce qu'elle met en jeu à la fois une question de confiance et une question d'efficacité, et la réponse est tout à fait variable. Le deuxième point sur lequel je souhaitais m'attarder, qui me paraît être une différence fondamentale entre les opérations domestiques et les opérations internationales, ce sont l'audit et les règles et méthodes comptables. Le fait que l'acquéreur soit étranger implique systématiquement un process beaucoup plus lourd. L'acquéreur va, dans tous les cas, réaliser l'audit de l'entreprise. Et l'audit de l'entreprise signifie que l'entreprise va devoir constituer une data room. Alors je suis sûr que tout le monde a entendu ce gros mot, mais la constitution de la data room est souvent et représente souvent un travail considérable. Et ce travail considérable pose en pratique le problème, c'est qui va réaliser la data room. Et la data room, elle doit être réalisée par les cadres de l'entreprise et les gens qui ont l'information et qui ont le savoir. Alors, en dehors du problème de la confidentialité dont on a parlé et dont j'ai parlé tout à l'heure, le deuxième problème, c'est que la constitution de la data room va représenter du temps, des efforts et va distraire le chef d'entreprise et les principaux cadres de la marche normale de l'entreprise. Et croyez-moi, on pense toujours que les opérations vont vite et se passent rapidement en quelques semaines. Par expérience, la constitution d'une data room plus l'audit, ça prend des mois pendant lesquels le chef d'entreprise est en permanence happé par ça et est distrait de la marche normale de l'entreprise. Je vous dis ça parce qu'il n'a pas anticipé. Très souvent, les chefs d'entreprise n'ont pas anticipé qu'ils vont devoir passer du temps là-dessus et que ce temps-là, c'est du temps précieux. Et cela pose aussi un autre problème, qui est un problème, là, pour le coup, en termes de prix. Parce que très souvent, le prix est fixé sur un multiple d'EBITDA ou une valeur d'entreprise, moins la dette. Et si la rentabilité de l'entreprise, entre le moment où l'acquéreur a donné un prix qui était un prix indicatif sur la base des derniers comptes connus, et les chiffres à la date de réalisation où on se retrouve 9 mois après une entreprise qui est partie plus ou moins à volo parce que le dirigeant a passé son temps à négocier, si les agrégats ont changé et se sont dégradés, le prix n'est pas le même. Et là, ça pose des questions de confiance, des questions qui peuvent remettre en cause, le cas échéant, le bien fondé de l'opération et de savoir si oui ou non cette entreprise devrait être vendue. Encore 2 minutes. 2 minutes, ça va être très court. Très court. Alors, dernier point peut-être. Alors, le dernier point, je vous remercie, c'est l'appréciation du risque juridique par un acheteur étranger. Et là, je vais illustrer mon propos en vous donnant une anecdote et une situation que j'ai vécue il y a peu de temps. Dans l'opération dont j'étais chargé, les négociations duraient depuis très longtemps et au milieu des négociations, l'entreprise fait l'objet d'un contrôle par l'administration du travail. Il y avait eu un accident du travail dans un atelier de découpe. L'administration arrive dans l'atelier et constate qu'il y a du personnel étranger qui est employé par une entreprise spécialisée. Et c'est là où on voit la différence entre la position de l'acquéreur étranger et la position de l'acquéreur français. Pour un opérateur étranger, il s'agit d'un risque. Donc son avocat, qui le conseille très bien, va lui expliquer que l'administration peut considérer qu'il s'agit de travail dissimulé, de travail illégal.
elle peut transmettre le dossier au parquet, le parquet peut décider de poursuivre, l'entreprise peut être condamnée pénalement, et là on voit bien qu'il y a 5 si, seulement dans ce cas-là, l'URSSAF peut imposer une amende correspondant en gros aux charges sociales qui auraient dû être payées par l'entreprise pendant la période de prescription. Inutile de vous dire qu'on parle d'un montant considérable. Pour un acheteur étranger, ce risque-là est inacceptable et il ne va pas passer une minute à essayer de savoir, à qualifier ou quantifier le risque. C'est un risque, un point c'est tout. La conséquence, c'est quoi? C'est que l'acquéreur étranger va dire le risque, vous me le garantissez par une indemnité spécifique et vous me bloquez une partie du prix pour me garantir ce risque. En face, vous avez un opérateur français qui connaît parfaitement ce type de contrôle de l'administration, qui sait que dans des zones sous tension, notamment en zone rurale, on n'a pas d'autre choix que de faire appel à ce type de main-d'œuvre spécialisée. C'est un risque, mais le risque, il est acceptable, on peut le couvrir différemment, il relève de la marche normale de l'entreprise. Donc on voit bien que, et ces choses-là, on est sur des mondes différents, des mondes qui s'entrechoquent, et les entreprises ne sont souvent pas préparées à ça. Alors, sans dresser un tableau trop noir de ce type d'opération, il y a plein d'entreprises tous les ans qui sont vendues à des opérateurs étrangers, les choses se passent bien et tout le monde ne garde pas une expérience traumatisante. En revanche, hélas, je crois que c'était vraiment le thème du colloque aujourd'hui, on ne saurait trop anticiper, s'y préparer et surtout s'entourer d'une équipe. On a déjà insisté sur le mot équipe, mais il s'agit véritablement d'une équipe. Ce n'est pas une personne, c'est une équipe qui vont œuvrer tous ensemble avec leurs compétences. Et la compétence, c'est souvent des compétences d'experts, mais d'experts d'un processus pour amener l'entreprise à un point A à un point B. Et le choix de cette équipe est absolument crucial pour le succès de ce type d'opération. J'espère que j'ai tenu dans les temps et je vous en remercie.